soir. 8h16 sur Europe 1, l'invité politique d'Europe Matin. Votre invité, Sonia Mabrouk, c'est Stéphane Ravier, sénateur Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. Bienvenue à vous et bonjour Stéphane Ravier. Merci et bonjour Sonia Mabrouk. L'épidémie s'aggrave. Qu'attendez-vous de la prise de parole du président de la République ce soir ? On peut s'attendre à un président père fouettard plutôt que père de la nation. Quand l'on n'a rien prévu, qu'on n'a rien anticipé, que l'on a investi en rien dans le domaine sanitaire, dans l'hôpital en général, 6 mois pourtant après la première vague, eh bien, au final, on finit par punir les Français. Aucun lit supplémentaire, aucun soignant supplémentaire. Il n'y a tellement pas de soignants de plus qu'il y en a même en moins, puisque les infirmières démissionnent les unes après les autres, convaincues d'avoir été trompées par le gouvernement. Donc le président n'a pas d'autre issue, ou en tout cas pas d'autre idée que de sanctionner les Français qui ont pourtant fait tant d'efforts. Mais si vous étiez aux responsabilités, face à une vague montante de l'épidémie, alors que les 3 semaines à venir s'annoncent très difficiles pour les Français, qu'auriez-vous décidé ? Eh bien, nous aurions déjà décidé dès le mois de janvier d'écouter Madame Buzyn, qui tirait la sonnette d'alarme, et nous aurions reconstitué les stocks de masques. Enfin, nous le savions, nous reconstituer les stocks de masques, des dépistages. Nous aurions mis en place des contrôles aux frontières, des contrôles sanitaires aux frontières, ce que font tous les pays d'ailleurs. Mais là encore, c'est la France est très en retard. Nous aurions équipé les hôpitaux, répondre à l'urgence sanitaire et surtout anticiper. Et Monsieur Ravier, vous auriez n'a tiré aucun enseignement. Un exemple précis, vous auriez équipé les hôpitaux de lits de réanimation pour lesquels on sait qu'il faut une formation évidemment pour ces personnels. Comment vous auriez fait avec une baguette magique, une formation express ? Il n'y a pas de baguette magique, il y a juste à anticiper. Gouverner, c'est prévoir. Il fallait donc le faire avant. Ces lits ont été fermés, rappelez-vous, mais ils ont été fermés par un certain monsieur Woerth, qui a lui aussi, ce mouvement aussi à la responsabilité de la situation actuelle. Voilà, que gouverner, c'est prévoir. Rien n'a été prévu. Tellement évolutive. Alors l'une des pistes ce soir qui est sérieuse, c'est un couvre-feu dans certaines villes où l'alerte est maximale. Est-ce que ça vous semble pertinent, potentiellement efficace ? Eh bien, on va ajouter à la crise sanitaire la crise économique. Elle est déjà là. À Marseille, c'est un véritable assassinat assassinat économique auquel s'est livré le ministre de la Santé. C'est plutôt le ministre justement de la fermeture, le ministre de la destruction de la restauration. Le mot est fort, alors qu'on essaye, semble-t-il en tous les cas, de protéger les Français et d'éviter qu'ils rentrent en réanimation, voire pire. On ne protège pas les Français en ajoutant à la crise sanitaire une crise économique. Car lorsque le pays sera appauvri, on aura encore moins les moyens d'investir dans les hôpitaux et dans la santé publique. Donc il ne faut pas fermer les bistrots, il faut ouvrir des lits dans les hôpitaux. On vous entend sur ce point, même si Olivier Véran précise qu'il n'y aura pas moins de 12 000 lits de réanimation. On peut monter, en tout cas ils sont mobilisables, mais vous dites que ce n'est pas assez. Mais sur le couvre-feu, en principe, ça doit empêcher les fêtes privées, les réunions familiales, passer une certaine heure. Est-ce que ça vous semble efficace, en tous les cas pour les plus jeunes ? Le couvre-feu, on en est là aujourd'hui. C'est encore une décision possible, pas encore certaine, mais on s'en rapproche. Une décision punitive. Les Français vont être punis, les professionnels, le monde économique va être mis en difficulté. Plus encore, mais je serais curieux de voir comment on va faire respecter ce couvre-feu. Prenons l'exemple de Marseille. Un couvre-feu à Marseille, ça vous semble à Marseille comme ailleurs possible? Vous connaissez bien la ville, c'est pour ça que je pose la question sur Marseille. Seront traqués comme le gouvernement sait si bien le faire. On se rappelle les déclarations du préfet l'allemand à Paris qui n'hésite pas à verbaliser les Parisiens qui auraient oublié de porter le masque. Par contre, dans les banlieues, là, on est beaucoup moins coercitif, on est beaucoup moins courageux. Je serais curieux de voir comment... Vous avez des preuves de cela, des preuves effectives. Vous avez vu qu'il y a des policiers qui ne patrouillent pas dans ces territoires-là, justement pour lever le pied ? Ou est-ce que c'est des on-dit ? Les policiers dans ce domaine-là, comme dans l'insécurité en général, lèvent le pied parce qu'on leur demande de lever le pied. On exige d'eux qu'ils lèvent le pied pour ne pas que les quartiers s'enflamment, pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Il y a toujours 2 poids 2 mesures dans ce pays. Il y a les Français qui sont honnêtes, travailleurs et qui sont traqués. Et puis il y a les crapules qui, elles, pendant le confinement et pendant l'éventuel couvre-feu, continueront, en tout cas par tous les moyens, leur trafic. Monsieur Rabier, vous dites que les Français sont traqués, mais en appelant à la responsabilité individuelle des Français, demander de limiter les réunions familiales, de tous faire un effort collectif, ça vous paraît vraiment si aberrant
Mais c'est ce qui a été fait. Les Français, en général, les Marseillais en particulier, ont consenti les efforts. Vraiment. Nous avons tous des scènes, évidemment, et on peut les comprendre aussi de ces jeunes qui ont envie de rencontrer leurs amis. Vous avez tous vu vous-même, je suppose, à Marseille, ces scènes le soir, etc. Ça vous a pas heurté, frappé l'esprit dans une telle situation? Écoutez, le gouvernement nous a fait savoir qu'il fallait prendre des mesures, mais qu'il fallait aussi soutenir l'activité économique, que l'on pouvait prendre des vacances en restant en France. C'est ce que les Français ont fait, en portant un masque, en essayant d'appliquer cette distanciation. À l'impossible, nul n'est tenu, mais s'il y avait eu en amont les tests, s'il y avait eu les masques, s'il y avait eu les moyens dans les hôpitaux, mais ce sont toujours les Français qui doivent faire des efforts, pendant que le gouvernement, lui, ne tire aucun enseignement de la catastrophe du mois de mars. Mais est-ce que pour autant il y a un microclimat sanitaire à Marseille, jusqu'à aller imaginer un conseil scientifique spécifiquement pour Marseille, n'est-ce pas renforcer la défiance qui se répand dans notre pays? Non, mais ça c'est une idée médiatique pour faire le buzz de la part de la deuxième adjointe, qui aurait voulu tellement être Samia première, Ghali. Madame Ghali. Il n'y a pas de conseil scientifique communal à mettre en place, parce qu'autrement ça va être la cacophonie. Il faut de la prévention, il faut des explications et soutenir le monde économique et non pas l'assassiner. Sur le plan de la sécurité à présent, Stéphane Ravier, cette nuit, malheureusement, un policier a été percuté dans l'Essonne par une voiture alors qu'une patrouille voulait effectuer un contrôle. Ils sont devenus des cibles vivantes, les policiers. Oui, l'uniforme ne fait plus peur. C'est effectivement devenu une cible, et pas seulement l'uniforme du policier, d'ailleurs aussi du pompier, l'uniforme de l'employé des télécoms, tout ce qui représente en fait la France. Il y a une haine anti-flic, il y a une haine anti-française, un racisme anti-français. C'est vrai que la police est aux premières loges, c'est le dernier rempart, c'est celle qui est là pour empêcher la guerre civile. Donc on s'attaque à la police, et on sait que le policier ne se défendra pas parce que il a les consignes, voire les ordres de sa hiérarchie de ne pas se défendre. Un racisme anti-français, quel rapport avec les attaques par rapport aux policiers? Parce que la police incarne, je dirais, la République, elle incarne la France, elle est le dernier rempart. Quelles que soient les origines du policier, donc c'est l'uniforme qui est visé. Pardon? Quelles que soient les origines du policier, donc c'est l'uniforme qui est visé. Parce que l'uniforme de la police représente la France, elle représente l'ordre républicain, et c'est à ça que l'on veut s'attaquer. Et le policier, en plus, est désarmé moralement, il sait qu'il ne peut pas utiliser son arme qu'il a pourtant à la ceinture. Par qui est-il désarmé moralement? Par sa hiérarchie, qui elle-même tient des ordres du préfet, qui lui tient les ordres du ministre. Oh, pas de vagues. Oui, mais à force que l'on refuse de faire ou d'empêcher les vagues, eh bien c'est un tsunami d'insécurité qui déferle dans notre pays jusqu'à un début de guerre civile. Donc les policiers ont des armes, mais ils ne peuvent pas s'en servir. Moi, je préfère que ce soit une crapule qui aille au tapis plutôt qu'un policier. Mais après les attaques il faudrait que les policiers puissent avoir en fait, vous voulez sentiment instaurer dans le droit une présomption de légitime défense pour les policiers. Moi, j'ai proposé au Sénat il y a plusieurs mois, j'ai déposé une proposition de loi instaurant une présomption de légitime défense pour les policiers, qu'ils puissent être convaincus, à un moment donné, de pouvoir se servir de leur arme quand la situation l'impose. Et pourquoi ça n'a pas abouti? Mes collègues sénateurs de gauche comme de droite. Mais Frédéric Pechnard en ce moment demande cette présomption de légitime défense. Oui, il se réveille sur le plan médiatique, mais quand il faut passer à l'action, c'est la salive, ça coûte rien, mais passer à l'action, c'est autre chose. Eh bien, mes collègues, les amis de Monsieur Pechnard, ont totalement ignoré cette proposition de loi qui est pourtant du bon sens. Après les attaques de policiers à Herblay, l'attaque du commissariat à Champigny, les syndicats de policiers sont reçus demain par le président de la République. Est-ce que c'est une marque de soutien au plus haut niveau? Oui, à chaque fois, ils sont reçus. À chaque fois qu'il y a un problème. Pas à l'Élysée, hein. L'Élysée n'ont pas été reçus depuis le début du quinquennat, ils le demandaient. Le président ou le ministre, quel que soit le ministre, qui se succèdent, on les reçoit, on les cajole, on leur fait des promesses et qui ne viennent jamais. Ils sont à bout de force là. Les policiers sont à bout de force, et pas seulement physiquement, moralement, ils n'en peuvent plus. Et il est temps de leur donner les moyens, j'allais dire moraux, mais aussi financiers, matériels. Gérald Darmanin a proposé une prime pour ce qu'on appelle les nuiteux, les fonctionnaires de nuit. C'est une première
réponse selon vous? Oui, les nuiteux qui perçoivent 97 centimes de plus à l'heure que leurs collègues de jour, ce qui est un véritable scandale. Il leur faut aussi des hommes, des femmes, car ils ne sont pas assez nombreux. Mais on va leur faire des promesses, on en a tellement fait, des promesses, le gouvernement en a tellement fait, au personnel soignant par exemple. Eh bien, loin d'être appliquées ces promesses, ces promesses non tenues font qu'aujourd'hui, je l'ai dit, les infirmières démissionnent. Il y a une promesse, en tout cas sur le plan de la sécurité, tenue par le ministre de l'Intérieur. Il voulait montrer les chiffres, il l'a fait, conférence de presse pour donner les chiffres des violences, de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Est-ce que c'est un exercice de transparence que vous saluez, même si vous n'êtes pas du tout d'accord sur le bilan et les efforts? Oui, parce qu'entre les chiffres et la réalité, il y a un gouffre. Hein. C'est bien beau de donner les chiffres, mais on a annoncé la fermeture de quelques lieux de culte. 12 lieux de radicalisation en septembre, 73 sur une année. Écoutez, moi je peux lui en citer au moins 3 encore à Marseille. Non, mais ça c'est sûr. Ce n'est pas suffisant, mais est-ce difficile de dire que le gouvernement ne fait rien en même temps? Mais c'est très loin d'être suffisant. À Marseille, la situation sur le séparatisme islamiste est extrêmement, je dirais, explosive. Il y a encore un imam de la mosquée des Bleuets dans le 13e arrondissement qui conteste le projet de loi proposé par le gouvernement et qui appelle les musulmans à se réveiller, à se révolter quasiment face à cette injustice, à cette oppression. Bon, ben j'attends la réaction du ministre et j'espère qu'il ira au-delà d'un tweet et qu'il fera fermer cette mosquée et expulsera cet imam s'il devait être étranger. Merci Stéphane Ravier d'avoir été notre invité ce matin. Je vous souhaite une bonne journée ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr.